Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce soir au compte de cette édition d'information dont voici les titres. Connecter 2200 écoles primaires publiques de Guinée à Internet, c'est le projet lancé ce jour par le ministère de l'Enseignement qui vise à assurer l'avenir numérique des élèves dans le pays. Et puis renforcement de la Cour des comptes à l'ordre du jour au CNT. Les conseils nationaux ont travaillé ce mercredi sur la révision de la loi organique qui définit les missions, l'organisation et le fonctionnement de cette institution essentielle au contrôle des finances publiques en Guinée. À Séguiring et à Zérékoré, l'annonce de la candidature du général Mamadi Doumbouya porte l'espoir d'une nouvelle Guinée. Beaucoup perçoivent cette candidature comme un message d'unité pour le pays. C'est tout pour les titres, tout de suite les détails. Nous ouvrons ce journal sur le volet éducation. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a lancé ce mercredi un projet majeur pour l'avenir numérique de nos élèves. Il s'agit du projet de connectivité des écoles primaires publiques de Guinée. Un total de 2200 établissements élémentaires est concerné par cette initiative qui vise à doter les écoles d'un accès à Internet. Cette connectivité est mise en œuvre sur le terrain par des entreprises partenaires techniques grâce à un financement de l'UNICEF. Et le lancement officiel a eu lieu en présence des hautes personnalités, dont le Premier ministre, chef du gouvernement, le président du Conseil national de la transition, ainsi que plusieurs membres du gouvernement. Saint-Lazare Bangoura était sur place pour recueillir les détails. Suivez. La salle des congrès du Palais du Peuple a vibré ce mercredi au son et au rythme de la musique mêlée des cris de nombreux élèves, enseignants et encadrants des établissements publics de l'élémentaire. Une ambiance qui traduit la joie d'accueillir la bonne initiative de connecter plusieurs écoles du primaire à l'Internet. Petite histoire, notre pays, la République de Guinée, a adhéré à l'initiative GIGA le 10 août 2022. C'est une initiative qui vise à connecter l'ensemble des écoles à l'Internet à travers une cartographie planétaire. Le projet de connectivité de 2200 établissements publics du primaire se met en œuvre avec une collaboration de l'UNICEF. Son représentant est revenu sur les retombées d'ores et déjà positives pour certaines écoles guinéennes. Que grâce à ces projets, les enseignants et enseignantes des 13 premières écoles primaires soutenus par l'UNICEF peuvent désormais bénéficier d'un accès à Internet. Le projet de connectivité, aussi appelé projet GIGA, galvanise l'espoir du ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Pour Jean-Paul Sédi, les travaux sur le terrain vont rapidement aboutir à la connexion du nombre escompté d'établissements élémentaires en Guinée. La Guinée fait partie des 30 premiers pays qui sont en train d'expérimenter ce projet. Et par ce projet, la Guinée vise à connecter 2200 écoles. À terme, dans cette première étape, nous en sommes à 585. Et d'ici la fin de l'année, nous pensons être à 1000 écoles. Le projet GIGA pour la connexion de 2200 établissements publics primaires, c'est la fin du grand fossé entre les riches et les pauvres, mais aussi le monde à portée de main, a indiqué dans son intervention la ministre des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique, Rose Paula Prissimou. Et justement, le Premier ministre Amadou Riba, qui présidait cette cérémonie de lancement, se dit convaincu de l'avenir du système éducatif guinéen et promet que la connexion numérique sera à terme une réalité dans toutes les écoles publiques du pays, tout en rassurant les enseignants sur le changement progressif des méthodes d'enseignement. Le Premier ministre les a invités à s'adapter à cette nouvelle réalité. Il est au micro de Saint-Lazare Bangoura. Dans 13 années, donc, en 2038, on verra une nouvelle Guinée totalement transformée. Chers enseignants, n'ayez pas peur. C'est un autre monde qui s'ouvre. De nouvelles opportunités en termes d'évolution, en termes de transformation des métiers, qui vous permettront de ne pas être
comme dans l'Église, des moines qui resteront moines pour l'essentiel de leur vie. Non. On peut être enseignant, on acquiert de nouvelles compétences, on développe de nouveaux savoirs et on peut devenir autre chose que ce qu'on était auparavant. L'enjeu était de taille ce mercredi pour les honorables conseillers nationaux qui ont tenu une intercommission cruciale pour examiner le volet recettes du projet de loi de finances rectificative 2025. L'objectif de cette rencontre était d'approfondir l'analyse de ce document fondamental et surtout encourager les cadres de l'État à maintenir et même accélérer la cadence dans la mobilisation des recettes qui passe de 35 à 43 000 milliards de francs guinéens, soit une augmentation de 22,4% par rapport aux prévisions initiales. Nous faisons le point avec Abdallah Baldé. Cette année, les régies en charge de la mobilisation des recettes de l'État ont connu une performance exceptionnelle. Les directions générales des impôts et des douanes ont largement dépassé les prévisions en recettes de la loi de finances initiale 2025, un résultat de plusieurs années d'efforts. De manière beaucoup plus générale, ce que vous devez garder à l'esprit, c'est le cumul de plusieurs réformes qui ont été menées. En fait, en matière de politique publique, les actions menées conduisent à des résultats dans le temps. La digitalisation est un exercice qui est maintenant ancien en Guinée. C'est cette digitalisation qui a été accentuée, mais aussi des mesures d'ordre managérial, des mesures de contrôle et d'autres dispositifs ont été mobilisés, toujours pour garantir plus de mobilisation. Heureux de constater ces bons résultats, les honorables conseillers nationaux ont néanmoins relevé des préoccupations avant de formuler des recommandations. Les recettes prévues dans le cadre du PLFR et voir leur pertinence et surtout les possibilités vraiment d'augmenter et d'améliorer ces recettes, parce qu'il faut le dire, toutes les dépenses qui vont se faire en aval sont essentiellement arrimées aux recettes que nous allons mobiliser. Beaucoup de questions ont été posées par les conseillers nationaux qui ont été d'ailleurs répondues pour la plupart à satisfaction. Désireux de contribuer significativement au bien-être des populations, les honorables conseillers nationaux ont insisté sur les résultats de la mobilisation budgétaire liée aux dividendes des sociétés publiques comme la Loterie nationale de Guinée et l'ARPT. À cela s'ajoutent les redevances liées aux sociétés d'eau minérale, aux amendes judiciaires et à la police routière. Également, les recettes tirées de l'immatriculation des véhicules ou encore des frais des cartes de séjour des étrangers et la participation des sociétés minières à la mobilisation des recettes de l'État. En plus de l'examen de loi de finances rectificative pour 2025, les conseils nationaux ont consacré une partie de leur séance ce mercredi à la rélecture de la loi organique relative à la Cour des comptes. Cette loi détermine notamment les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Cour, institution clé de contrôle des dépenses publiques en République de Guinée. Amadou Diallo nous apporte les détails. Composée de 155 articles, cette loi organique redéfinit les missions et le fonctionnement de la Cour des comptes. L'objectif de sa relecture est de renforcer l'efficacité de l'institution et garantir une justice plus transparente et plus conforme aux exigences de l'état de droit. Il est question pour nous d'examiner les forces et faiblesses de l'ancienne loi qui existait donc avant l'adoption de la Constitution, de voir les insuffisances dans les procédures au niveau de la Cour des comptes pour pouvoir vraiment faire une loi qui tient compte de l'esprit et la lettre de la Constitution. La présente loi organique vise à créer une nouvelle architecture pour la Cour des comptes. Elle permet de doter cette institution d'une loi organique qui lui confère une indépendance et une redevabilité dans l'accomplissement de ses missions. Comme par exemple, assister le Parlement dans l'élaboration du rapport avant l'adoption de la loi de règlement, juger les comptables publics en cas de détournement avéré. Dieu merci, le dialogue se passe très bien. Ils nous écoutent, on se complète et nous comprenons leur approche technique liée au guide qu'ils ont ici, si vous voulez, le guide logistique. Nous y accrochons, nous comprenons très bien. Pour le moment, les débats se passent très bien. La loi organique sur la Cour des comptes va statuer sur les comptes des entreprises publiques et parapubliques, des organismes et institutions bénéficiant du concours financier de l'État, y compris ceux soumis
à un régime dérogatoire ou spécifique. L'actualité parlementaire a également été marquée ce jour par un rendez-vous crucial pour l'avenir énergétique du pays. À la salle des actes du Palais du Peuple, les conseillers nationaux, membres de la Commission des affaires économiques et du développement durable, se sont penchés sur l'examen minutieux du projet de loi de finances rectificative pour 2025, un texte intégralement dédié au secteur de l'énergie. Et quels sont les ajustements budgétaires envisagés et quelle implication pour les citoyens? Daniel Tourneau nous en dit plus. À l'ouverture des débats, le département a présenté le niveau d'exécution de l'allocation budgétaire issue de la loi de finances initiale qui se chiffrait à plus de 3 000 milliards de francs guinéens. Ce budget a été exécuté en termes d'engagement à un taux de 71% et en termes de paiement à un taux de 15%. Cette étape introductive a été jugée essentielle par les cadres du ministère de l'Énergie qui ont ensuite dévoilé les projections contenues dans la loi de finances rectificative. Ces prévisions connaissent une légère augmentation de plus de 7 milliards sur le budget initial, soit un taux de 0,21%. Selon les responsables techniques, ce budget réajusté doit permettre d'accélérer la réalisation de plusieurs projets structurants d'électrification indispensables pour améliorer la desserte nationale et répondre aux besoins croissants de la population. Il est vrai qu'on a une panoplie de projets qu'on ne peut citer ici, mais l'objectif en fait final, comme je l'ai toujours dit, c'est d'accélérer de manière substantielle le taux d'accès à l'électricité. Donc on a un certain nombre de projets dans le pipeline qui ont été notés et appréciés et nous allons tout faire qu'en 2026 on puisse les réaliser. Le président de la République, Mamadi Doumbouya, ne cesse de le dire, le secteur de l'énergie est un secteur prioritaire. Le projet Simandou qu'on veut réaliser et tous les autres projets, leur réalisation dépend de la fourniture d'énergie. Si les conseillers nationaux ont salué les efforts du ministère, notamment dans la gestion des ressources allouées en début d'exercice, ils n'ont pas manqué de relever certaines préoccupations prioritaires. Au cœur des remarques, le faible taux de décaissement du budget du département et le non-paiement récurrent des factures d'électricité par certains services publics. Une situation qualifiée de déplorable car elle freine la dynamique du secteur et alourdit les charges de l'État selon plusieurs intervenants. Malgré ces réserves, les conseillers nationaux du CNT ont réaffirmé leur disponibilité à accompagner le département dans la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre des grands chantiers énergétiques. Nous avons compris que c'est un ministère qui est en train vraiment de travailler. Parce que quand nous voyons leur taux d'engagement qui est autour de 75%, quoique au niveau de l'exécution, ça c'est pas de leur faute, ça c'est au niveau du pool financier. Nous pensons que c'est un département qui est vraiment en train de bouger et qui a des objectifs précis et qui a un engagement à les atteindre. Donc nous pensons que ce département est à soutenir parce que c'est un département qui est prioritaire, qu'on le dise ou pas. L'énergie reste la priorité des priorités. La séance s'est achevée sur une note d'engagement mutuel avec la promesse de poursuivre les échanges en vue de mieux affiner les priorités budgétaires et renforcer la gouvernance du secteur. Et puis le secteur de la pêche demande plus de moyens. Les cadres du département, avec à leur tête le ministre, l'ont fait savoir devant les conseils nationaux en intercommission. Au cœur des échanges, le niveau d'exécution du budget 2025 et la déclinaison des grandes priorités du secteur. Les responsables estiment qu'une augmentation du budget alloué est cruciale pour pouvoir atteindre les objectifs fixés. On écoute Fassou Théa, ministre de la Pêche, au micro de Robert Siditono et Mbemba Bangoura. Le budget qui nous a été alloué, nous trouvons ça très minime parce qu'il y a des informations que les conseillers n'ont pas. Quand nous prenons la question de surveillance maritime, on a tendance à prendre la direction du CNSP comme un EPA qui doit faire des recettes. Alors que cette direction, par exemple, doit avoir le soutien de l'État pour être autonome, pour mener à bien ses activités en mer. Sinon, la pêche illicite, on en parlera toujours, les pirateries et autres, le CNSP sera toujours affaibli.
Donc ils ont compris qu'on a de grosses ambitions aussi pour soutenir le CNSP en termes de matériel, de logistique, de vedettes, ainsi même de la technologie. Il y a également la question de la pêche artisanale. Les débarcadères n'ont pas que de vocation pour la pêche, mais ça peut aussi servir que d'écotourisme. Ça peut aider nos pauvres mamans, les mamans qui sont des marieuses, des fumeuses, à être dans des lieux décents pour que ces activités se passent dans les conditions sanitaires les plus requises et qui répondent aux normes internationales. Les honorables conseillers nationaux de la Commission Réconciliation, Justice, Droits humains, Information et Communication ont passé au crible le budget initial alloué à la haute autorité de la communication lors d'une rencontre de plus de 2 heures qui s'est tenue dans la salle de la dite commission. Le point avec Francis Momo. À l'entame des débats, les cadres de la haute autorité de la communication, HAC, sont tout d'abord revenus sur le budget initial alloué à leur institution avant de parler de son taux d'exécution. Parmi les réalisations faites, figure en bonne place la construction en cours du siège de la HAC et de ses démembrements à l'intérieur du pays. Il était question lors de cette session qui était consacrée donc à la loi rectificative des finances, de revoir donc notre budget, de son exécution jusqu'à date, voir le taux d'exécution aussi des projets que nous avons, parce que nous avons un titre 5, le titre 5 donc, qui comprend donc l'extension de la haute autorité de la communication, la construction des sièges dans les 7 chefs-lieux de région. Donc nous avons fait un peu l'étalage de l'évolution de ces différents projets. Nous avons parlé donc de l'exécution du budget et aussi des possibles besoins que nous pourrions avoir et de l'aide que nous pourrions solliciter du CNT. Visiblement heureux du bon déroulement des travaux, les honorables conseillers nationaux ont, à travers le rapporteur de la Commission Réconciliation, Justice, Droits humains, Information et Communication, salué la démarche des commissaires de la HAC. Nous étions vraiment satisfaits des échanges parce que leur exécution budgétaire, surtout le taux d'engagement, était vraiment appréciable, mais également le taux d'exécution, parce que quand c'est atteint les 50% à cette date, on dirait que vraiment l'institution a eu à faire le meilleur ou le mieux pour pouvoir vraiment exécuter ses dépenses ou les fonds qu'on leur accorde. La haute autorité de la communication, HAC, est l'instance de régulation des médias et de la communication. Sa mission consiste à garantir et à protéger la liberté de l'information et de la presse tout en assurant le respect du pluralisme des opinions. Pour permettre à cette institution de mener à bien ses missions, les honorables conseillers nationaux ont plaidé pour une augmentation de son budget. Également, les cadres de la Cour suprême ont à leur tour justifié devant les conseillers nationaux l'exécution du budget alloué à leur département. La rencontre a été présidée par le président de la commission Constitution, Loi organique, Administration publique et Organisation judiciaire du CNT. Le compte rendu, c'est Koussano. Le budget du projet révisé de la Cour suprême connaît une amélioration. Il passe de 80 milliards 35 millions 952 692 francs guinéens contre 69 milliards 948 millions 231 272 francs guinéens dans la loi des finances initiale de l'année, soit une augmentation de plus de 10 milliards de francs guinéens et représentant une hausse de 14,42%. Les grandes lignes du budget de la Cour suprême ne sont que 3. Nous avons d'abord le titre 2 qui se consacre aux dépenses de personnel, le titre 4 qui se consacre aux dépenses de transfert qu'on appelle subventions, et enfin le titre 5 consacré aux dépenses d'investissement. Et c'est sous ces 3 lignes, n'est-ce pas, on a conçu notre budget. Ce qui est sûr, on a constaté une légère augmentation du budget initial, ce qui se trouve être encore toujours insuffisant par rapport aux aspirations, n'est-ce pas, de la Cour. Avec cette allocation des crédits, la plus haute institution judiciaire du pays ambitionne de réaliser plusieurs actions allant dans le sens de l'amélioration des conditions de travail et de vie de son personnel. Nous avons un bâtiment annexe en construction maintenant là,
et qu'on souhaite terminer d'ici, n'est-ce pas, fin décembre. C'est ce qu'on souhaite et c'est ce qui est la priorité des priorités, en plus, n'est-ce pas, des élections, bien sûr, les élections présidentielles. Et vous savez que les dernières décisions reviennent à la Cour et a lieu, n'est-ce pas, de doter à la Cour de ressources nécessaires aussi pour mener à bien, n'est-ce pas, cette élection. À l'issue des débats, les conseillers nationaux ont formulé des recommandations. Les cadres sous la direction du secrétaire général de la Cour suprême, Hassan De Diallo, ont rassuré de la prise en compte de ces recommandations pour que ce projet de loi des finances rectificatives 2025 soit la traduction des objectifs assignés à la Cour suprême. Et puis nous poursuivons ce journal du côté de Zérékoré où une ambiance exceptionnelle a régné ce mardi matin devant le bloc administratif de la préfecture. Des centaines de femmes de la ville se sont mobilisées pour célébrer le dépôt officiel de la candidature du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Une étape très attendue qui, nous dit-on, suscite aujourd'hui un immense soulagement et une grande joie parmi ses citoyennes. Amara Bolokada Kondé revient sur cette célébration. Cette mobilisation traduit la reconnaissance des femmes de Zérékoré envers le chef de l'État pour avoir répondu à leurs attentes. Leur présence massive de ce matin reflète leur engagement et la volonté d'accompagner le candidat de leur choix à l'élection présidentielle du 28 décembre prochain. C'est nous qui avions dit que le président n'a qu'à se présenter. On a manifesté, on a fait sortir les gens à la maison de jeunes, que le président se présente. Inch'Allah, le président s'est présenté. Donc tellement qu'on est content, c'est pourquoi on est là ce matin. Nous sommes en joie. Il s'est prononcé hier. Il revient à Zérékoré encore de donner le ton de manifestation. Nous sommes très contents pour sa candidature. Nous l'accompagnons jusqu'à Sékou-Touré. Le préfet, accompagné de son cabinet, a exprimé sa gratitude envers ces femmes pour leur mobilisation. Il a souligné que le chef de l'État a simplement entendu l'appel du peuple en déposant sa candidature. Une demande que toutes les couches sociales du pays ont faite ces derniers temps à travers des manifestations de soutien. C'est le peuple de Guinée qui a dit de déposer sa candidature. C'est pourquoi aujourd'hui, sous le soleil, vous êtes là à la préfecture pour dire à l'opinion nationale et internationale le fait que Monsieur le Président de la République a écouté sa population. C'est cette récompense que vous êtes venu aujourd'hui magnifier devant le bloc administratif de la préfecture de Zérékoré. La forte mobilisation de ce matin s'inscrit dans la continuité du soutien constant des femmes de Zérékoré. Le 18 octobre dernier, elles avaient contribué activement à la mobilisation de 900 millions de francs guinéens comme caution pour la participation du chef de l'État aux prochaines élections. À Ségiri également, l'annonce de la candidature du général Mamadi Doumbouya y a été accueillie comme un véritable message d'unité et d'espoir. Une déclaration forte qui, selon beaucoup, ouvre une nouvelle page politique pour la Guinée, notamment à l'approche de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Le point avec Ousmane Kouyaté. En Guinée, la scène politique connaît un tournant décisif. À quelques semaines de l'élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025, la grande question est de savoir si le président de la transition, le général d'armée Mamadi Doumbouya, allait se porter candidat. Suspense jusqu'au dernier jour du délai du dépôt des candidatures. C'est finalement dans la journée de ce lundi que le général Mamadi Doumbouya est arrivé à la Cour suprême à Conakry pour officialiser sa candidature à la magistrature suprême. J'ai parcouru n'est-ce pas, la nouvelle constitution, et rien ne l'empêche de se présenter, puisque la candidature indépendante est là. Donc, vu tout ça, vraiment, rien ne l'empêche de se présenter. Donc, juridiquement, il peut se présenter. Un geste salué par une grande partie de la population, notamment à Ségiri, où l'annonce a été accueillie dans une ambiance d'enthousiasme et d'espoir. On a vu les candidats défiler à la Cour suprême pour procéder au dépôt de leur candidature. Mais ce qu'on attendait, ce que le peuple de Guinée attendait, c'était que le président, le général Mamadi Doumbouya, fasse le même exercice. Il l'a fait
tout le peuple de Guinée était animé d'une joie, d'une allégresse. Le dépôt des candidatures du général Mamadi Doumbouya redessine désormais les contours de la compétition électorale. Reste à voir comment les autres prétendants à la magistrature suprême vont réagir à l'entrée d'un poids dans la course. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est par cet élément d'Ousmane Kouyaté que nous mettons fin à ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et à très bientôt.